suis Jupiter. Moi aussi, je suis Jupiter. Évidemment, c'est assez audacieux et d'une beauté un peu sévère pour un jour de liesse populaire. Mais vous verrez, c'est une moralité toute neuve et qui n'a pas encore servi, avec 1000 petites choses charmantes et même un peu osées. Mais comment savez-vous tout cela? Je m'appelle Pierre Gringoire et c'est moi qui ai fait la pièce. La charité, s'il vous plaît. Chut, silence. La charité. La charité. La foi et l'espérance. L'espérance que le mystère va bientôt nous intéresser. Silence. Assez de scandale. Le cardinal est là. Mais les ambassadeurs! Au diable, le cardinal et les ambassadeurs. Aujourd'hui, c'est nous, c'est partout. Je suis Jupiter. Tu l'as déjà dit. Mais vous ne m'avez pas écouté. Je ne voyais pas meilleure introduction pour cette troisième et dernière partie de ce podcast autour de la littérature médiévale que cet extrait du film Notre-Dame de Paris, réalisé par Jean Delannoy en 1956, où est représentée devant un public, peu courtois pour le coup, une pièce de Pierre Gringoire. Je vous l'avais dit lors du dernier podcast, je vais m'intéresser aujourd'hui au théâtre au Moyen-Âge, ce qui n'est pas chose aisée. En effet, comme étudié précédemment, au Moyen-Âge, tout est dit. On récite, on joue, on chante, on danse, on mime, que ce soit les jongleurs ou les jongleuses, les troubadours, les trouvères, les ménestrels. Alors comment déterminer ce qui appartient vraiment au registre théâtral? D'autant plus que nous disposons de peu de sources et qui plus est sont tardives. Néanmoins, je vais tenter de dresser un rapide diaporama des différents genres théâtraux du Moyen-Âge et comme toujours, je le rappelle, ce sera non exhaustif. Il me semble important de signaler que le théâtre est né au cœur de l'Église, sans mauvais jeu de mots. On a quelque part un lien avec le théâtre grec antique qui avait lui aussi des enjeux religieux. Les premières traces de théâtre sont des drames liturgiques en latin d'abord, puis en langue vulgaire. Au XIe et XIIe siècle apparaît à l'intérieur de l'Église ce genre nouveau où l'on représente avec de vrais acteurs des courtes scènes inspirées des passages célèbres de la Bible, par exemple la Passion du Christ. Puis, le drame liturgique évolue vers ce qu'on va appeler le jeu, J-E-U, qui est lui à moitié liturgique. L'un des premiers que l'on date est de 1165 et c'est le jeu ou le drame d'Adam. Cette pièce est surtout connue et étudiée pour sa longue didascalie initiale décrivant le jardin d'Éden. Ensuite, le théâtre migre à l'extérieur de l'église sur le parvis et c'est ce qu'on va nommer les miracles. Et plus tard, ces miracles donneront naissance aux mystères. Et le premier de ces miracles entièrement écrits en langue vulgaire est celui de... Allez, faites un petit effort de mémoire, je vous en ai parlé il y a 2 podcasts de ça. C'est un auteur au destin tragique. C'est Jean Baudel qui a écrit vers 1200 le jeu de la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui ici n'a rien à voir avec celui de la légende. Non. Ici, un esclave chrétien, possédant une statuette de Saint-Nicolas, conte à son maître, qui lui est non chrétien, les miracles de Saint-Nicolas. Le maître Cupide va s'emparer de la statue, lui demande de veiller sur son trésor, mais il y a des brigands qui s'emparent de ce fameux trésor, le maître est fou de colère, il frappe la statue, alors l'image de Saint-Nicolas, blessé par les coups, apparaît au voleur, Saint-Nicolas demande aux brigands de rendre le trésor, je vous passe bien d'autres péripéties, mais au final tout est bien qui finit bien, puisque tout le monde se convertit. Oui, vous l'avez compris, à ce moment-là, le théâtre est un moyen de propagande pour l'Église catholique. Un autre grand nom du théâtre au Moyen-Âge est Adam de la Halle, qu'on appelle aussi Adam le Bossu. Lui aussi, comme Jean Baudel, est citoyen d'Arras, et c'est un poète et musicien qui nous laisse 2 œuvres majeures, le jeu de la Feuillée et le jeu de Robin et Marion. Dans le jeu de la Feuillée, on a la mise en place d'une mise en abîme, puisque l'auteur se met lui-même en scène avec sa famille. Alors attention, ça veut pas dire qu'il joue sur scène avec sa famille, mais que dans sa pièce, il interprète un personnage qui porte son nom. Ce procédé permet souvent aux auteurs de critiquer leurs contemporains. Molière va d'ailleurs utiliser ce procédé dans sa pièce L'Impromptu de Versailles. Et dans le jeu de Robin et Marion, on a un thème pastoral, c'est-à-dire le récit de l'histoire d'amour d'un berger et d'une bergère, tout cela entrecoupé de chansons. D'ailleurs, nouvelle petite anecdote, Robin et Marion. Ces prénoms ne vous disent-ils pas quelque chose? Alors non, Adam de la Halle ne parle pas du célèbre bandit de la forêt de Sherwood, mais Disney a fait un très beau clin d'œil à ce texte dans son dessin animé Robin des Bois, puisque le fameux narrateur, qui est un coq, a pour nom
Adam de la Halle. Vous ne me croyez pas? Écoutez donc. Oh, à propos, je suis Adam de la Halle, un ménestrel, un chanteur qui conte de belles histoires. Et c'est à moi de conter ce qui se passe, ou c'est passé, comme vous voudrez. Mais revenons en France, toujours sur le parvis de l'église, où se joue à présent le miracle de Théophile. Au passage, on dit que le célèbre mythe de Faust prendrait ses racines dans la légende dont s'inspire ce miracle. Ici, Théophile, après avoir vécu pieux toute sa vie, perd ses biens de manière injuste et décide donc de vendre son âme au diable. Ce miracle est écrit par un auteur médiéval assez mal connu, Rudebeuf. Rudebeuf n'est pas seulement dramaturge, c'est un poète de l'infortune. En effet, le thème principal de ses textes est la pauvreté. Rudebeuf se plaint sans cesse de ses misères. Sa femme, qui est d'après lui vieille, laide et pauvre, la perte de son œil droit, œil avec lequel il voyait pourtant le mieux, ses soucis d'argent. Ses textes sont délicieusement drôles, ils ont un charme certain et pourraient être les ancêtres des textes de nos comiques actuels. Par exemple, la complainte de Rudebeuf sur son œil. Inutile que je vous raconte comment j'ai sombré dans la honte. Vous connaissez déjà l'histoire, de quelle façon j'ai récemment pris femme, une femme sans charme et sans beauté. Ce fut la source de mes maux qui ont duré plus d'une semaine, car ils ont commencé avec la pleine lune. Écoutez donc, vous qui me demandez des vers, quels avantages j'ai tirés du mariage. Je n'ai plus rien à mettre en gage ni à vendre, j'ai dû faire face à tant de choses, eu tant à faire, tant de soucis et de contrariétés, que vous le raconter serait trop long. Dieu a fait de moi un autre job, il m'a pris d'un coup tout ce que j'avais, mon œil droit qui était le meilleur. Je n'y vois pas assez pour distinguer ma route et me conduire. C'est vraiment un malheur pour cet œil, il fait nuit noire en plein midi. Je ne suis certes pas au comble de mes vœux, mais plongée dans le malheur profondément. Je suis au fond du trou. Ou encore la pauvreté Rudebeuf. Je ne sais par où commencer tellement la matière est abondante quand il est question de ma pauvreté. Au nom de Dieu, je vous prie, noble roi de France, de m'accorder quelques moyens de vivre. Ce serait grande charité de votre part. J'ai bien vécu du bien d'autrui que l'on me prêtait à crédit. Maintenant, personne ne me fait créance, car on me sait pauvre et endetté. D'ailleurs, Léo Ferré reprendra des extraits de Rudebeuf dans sa chanson « Pauvre Rudebeuf ». Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus, et tant aimés. Je vous ai parlé du théâtre au Moyen-Âge, mais aussi du rire avec ce bon vieux Rudebeuf. Et si j'alliais les deux pour vous parler à présent des farces ? La plus célèbre des farces médiévales qui ait survécu est la farce de Maître Patelin, dont on ne connaît ni l'auteur ni la date de composition. Le héros est ici Patelin, un avocat rusé qui va tromper le scrupuleux Guillaume. Le but de ces farces est avant tout de faire rire, tout comme avec le roman de Renard. Je ne vous parlerai pas plus longuement de Renard ici puisque je l'ai déjà traité dans un précédent podcast. Ou avec les fabliaux qui sont des, je cite, contes à rire en vers. Les fabliaux sont proches des fables, d'où leur nom, et ils ont des sujets assez variés. On a des contes moraux, mais aussi des textes scatologiques, grivois, voire obscènes. C'est un peu un mauvais vaudeville avant l'heure. Jugez plutôt, les personnages sont le mari, sa femme et l'amant de celle-ci. On y trouve une certaine misogynie et ainsi qu'un fort anticléricarisme. Extrait de La vieille truande. « Dieu vous sauve, bonne femme, dit-il. Avez-vous vu passer âme aujourd'hui ? Né, certes, mon doux enfant, plût à Dieu que nous soyons couchés tous deux bras à bras et que nous prenions notre plaisir. Notre plaisir, fait-il. Par les saints de Dieu, pourriez-vous encore souffrir mon jeu ? Certes, fait-elle. Je ne sais pas, mais essayons voir maintenant, si je ne puis endurer que je perde. Que le diable vous brûle, dit-il, avant que je ne joue à un tel jeu. Je n'ai que faire de vos plaisirs. Non, fait-elle, ma douce vie, je suis plus plaisante et plus souple que je ne parais, et j'ai un corps si savoureux, et ma douce bouche est agréable, et je suis tellement seule ici, et nous sommes dans un si bel endroit. Descendez, tous amis, par Dieu, et embrassez-moi, étreignez-moi, et faites plus si vous voulez. Vous embrassez, fait-il, vieille punaise, vous voulez donc que je vous embrasse ? Que les 100 diables s'y mettent. Quand celle-ci le voit si entêté qu'elle ne peut l'apitoyer ni par offre ni par promesse, elle lui dit qu'elle le suivra sans jamais revenir sur ses pas. Et pour conclure ce voyage au temps des cathédrales, je n'ai pas pu m'en empêcher, je suis désolée. Je vais revenir à la poésie et vous parler du lyrisme de la fin du Moyen-Âge. Souvenez-vous, les chansons de geste et autres chants médiévaux sont mis en musique. Et c'est au XIVe siècle que la poésie va s'en détacher, avec des auteurs comme Guillaume de Machaut. Dans son livre du Voirdie, de 1364, Guillaume de Machaut raconte comment lui, poète vieillissant, a reçu une lettre provenant d'une jeune admiratrice avec laquelle il entame par la suite une correspondance poétique et sentimentale. Livre du Voirdie, ballade de l'amant avec chant né qu'on pourroi. Pas plus qu'on ne saurait dénombrer les étoiles,
quand on les voit luire dans tout leur éclat, ou les gouttes de pluie ou celles de la mer, ou les grains de sable sur lesquels celle-ci s'étend, ni mesurer le tour du firmament, pas plus on ne saurait s'imaginer ni concevoir le grand désir que j'ai de vous voir. Et pourtant je ne puis me rendre auprès de vous, à cause de fortune qui me l'interdit et me le défend, et en raison de quoi il me faut étouffer maints soupirs, quand je pense à vous et que je suis au milieu des gens, et quand je suis tout seul sans témoin, alors me fait subir tous les chagrins, le grand désir que j'ai de vous voir, car il me force à me plaindre, à épancher mon chagrin, et à déplorer l'absence de votre gracieux visage, et de votre beauté souveraine et sans pareille, et de la très grande douceur qui s'en dégage. C'est ainsi que me fait languir misérablement, enflamme mon cœur puis éteint mon espoir, le grand désir que j'ai de vous voir. On délaisse à présent la forme libre de la canso des chansons de geste pour adopter le style des ballades ou des rondeaux. Rondeaux marquant à présent la forme circulaire du récit qui commence et se termine souvent de la même façon. Autre grand poète de cette fin du Moyen-Âge, Charles d'Orléans, frère du roi Charles VII, roi qui est devenu fou, fils de Louis d'Orléans, qui a été assassiné. La première épouse de Charles d'Orléans meurt, il est fait prisonnier par les Anglais. Bref, ce cher Charles a tout pour être heureux. Et après ces années en tant qu'otage, il va se retirer à Blois pour composer des poèmes. Il va s'éloigner du genre courtois pour déployer un style plus personnel, plus mélancolique même. En la forêt de longue attente, par vent de fortune violente, tant y voix abattue de bois que sur ma foi je ne connois, à présent ni voix ni sente. Jadis j'y percevais une rente, jeunesse la payée contente, or je n'ai que vaille une noix, en la forêt de longue attente. La fin du Moyen-Âge est marquée par un certain déclin, par un effondrement des valeurs féodales, par de graves crises religieuses, par la guerre de son temps, par l'épidémie de la peste noire. C'est une époque assez triste, et je voyais pas comment terminer autrement qu'avec le dernier des grands poètes au destin tragique du Moyen-Âge, François Villon, que l'on nomme aussi le mauvais garçon. Charles d'Orléans, à Blois, en 1458, organise un concours de poésie. L'objectif est de composer une ballade ayant pour premier vers « Je meurs de soif auprès de la fontaine ». C'est l'une des ballades qu'écrira Villon. Cette phrase est quasi prophétique pour François Villon. Elle marque toute la tragédie de son existence. C'est un orphelin qui va prendre le patronyme de son protecteur, Guillaume de Villon, qui va étudier à l'université de Paris, mais il sera arrêté pour meurtre, emprisonné, torturé, condamné même à être pendu. Heureusement pour lui, ce jugement va être cassé en appel et François va alors être exilé de Paris. On va perdre sa trace pendant 10 ans. François Villon devient un personnage légendaire, un peu comme Arthur Rimbaud. Il va écrire des ballades, mais il est surtout connu pour 2 œuvres majeures qui appartiennent aussi au genre des congés poétiques, comme nous l'avions vu lors de la première partie de ce podcast avec Jean Baudel. Ce sont ses Laits, qui datent de 1456, et son Testament, qui date de 1461. En l'an de mon 30e âge, que toutes mes hontes j'eusse bu, né du tout folle, né du tu sais-je, nonobstant maintes peines eues, lesquelles j'ai toutes reçues, sobs la main Thibaut d'Aussigny, s'évêque il est, signant les rues, qu'il soit le mien, je le renie. Alors je vous prie de m'excuser pour mon vieux français, parce que je n'ai jamais fait de vieux ni d'ancien français, donc tout est très approximatif, je m'excuse pour la prononciation. La première partie du Testament de Villon est les regrets. Ici, le poète nous y parle de la vieillesse et de la fuite du temps, tandis que dans une seconde partie, il nous invite volontiers à boire. Poète brumeux, entouré de mystères, Villon vient conclure tous ces siècles de littérature médiévale. 10 siècles résumés ici en 3 parties, et je n'ai pas la prétention d'avoir tout abordé, bien au contraire, j'aurais pu aussi vous parler des chroniqueurs, des rhétoriqueurs. Il vous reste encore, si vous êtes assez curieux, beaucoup de choses à découvrir sur la littérature médiévale. J'espère vous avoir fait découvrir cette littérature si méconnue et mal vue, vous avoir donné envie de lire certains de ces textes fondateurs de notre civilisation. Et je laisse Brassens terminer avec les mots de Villon, avec sa ballade des dames du temps jadis. Merci d'avoir écouté ces podcasts. Dites-moi où, dans quel pays, est Flora, la belle romaine, Archipia d'Anetaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant Cambrouillon.